Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le tout début de ce congrès mission, pour cette conférence avec nos trois intervenants. Je commence par les dames. Claire Granger, qui est maire de Sagnières et paroissienne donc à Montoire. Xavier de Colombelle, lui qui est paroissien dans une commune rurale dans la Sarthe, aux frontières entre la Sarthe, l'Anjou et puis la Mayenne. Et Don Paul Denisot, qui est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon dans l'Orne. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça. Alors notre sujet, c'est l'Église et la mission dans nos paroisses rurales, en campagne. On va pouvoir activer les micros. On va commencer avec Claire. Alors vous êtes maire d'une petite commune juste à côté de Montoire-sur-le-Loir. Est-ce que vous pouvez vous présenter personnellement et puis présenter votre mission de premier élu de la commune de Sagnières dans un premier temps? Alors Sagnières, c'est un petit village d'une centaine d'habitants. Un peu plus parce qu'on a quelques résidences secondaires qui habitent. Et on est à 7 km de Montoire et à une quinzaine de Vendôme. Voilà, donc on est assez enclavé. On est connu parce qu'on a un jardin qui accueille entre 15 et 20 000 visiteurs par an. Donc on est un village touristique. Mais le reste de l'année, on est un village très calme, très paisible, où il n'y a pas d'activité, pas de commerce. Et quelques agriculteurs, mais sinon, c'est un village très calme. Combien d'habitants, vous l'avez dit? Une centaine d'habitants. Une centaine. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a des résidents qui travaillent en région parisienne, mais qui viennent le week-end et pendant les vacances aussi à Sagnières. Oui, tout à fait. On a des jeunes familles qui travaillent à Paris et qui reviennent tous les week-ends le vendredi. Les enfants sont inscrits dans des activités sportives et en fait, ils profitent de la proximité du TGV déjà, nous sommes à 12 minutes du TGV, et de la proximité parisienne, puisqu'on rajoute 45 minutes pour aller à Paris. Voilà, donc on a, dans mon conseil municipal, par exemple, on a 2 représentants de cette population, et donc les conseils municipaux, bien sûr, sont le vendredi soir, et ils font partie complètement du village, et ils participent à toutes les activités du village également, les repas du village, les brocantes, tout ce qu'on peut vivre sur le village. Est-ce que vous entendez bien? Vous êtes maman aussi, vous êtes épouse et maman, voilà. Claire. Alors, tout à fait. Alors, je suis aussi la mère de mes 5 enfants, qui sont maintenant un peu grands. Il n'y en a plus qu'un à la maison. Donc, vous voyez, ça se vide progressivement. Et donc, je suis entrée en fonction d'élu quand j'étais enceinte de mon 4e, puisqu'en fait, à l'époque, un voisin était venu me chercher pour faire partie du conseil municipal. Moi, j'étais beaucoup à la maison, j'étais très présente sur le village, donc ça permettait de pouvoir rendre des services à la commune. Et de fil en aiguille, il y a 10 ans, je suis devenue maire du village. Voilà, et depuis, et j'ai un autre mandat aussi, alors un peu plus important, puisque je suis vice-présidente de l'agglomération, puisque en fait, Sagnières fait partie des 65 villages qui forment une agglomération autour de Vendôme. Donc je suis en charge du tourisme et du patrimoine. Voilà. Xavier de Colombelle, ce que j'oubliais de dire, c'est que vous avez mis au point une application qui s'appelle Au Clocher et dont on va parler pendant cette table ronde. Vous pouvez vous présenter, Xavier? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Xavier, je suis marié, père de 4 jeunes enfants qui sont encore à la maison. J'ai cette chance-là. Et j'habite effectivement en Maine-et-Loire, à la limite de la Sarthe et de la Mayenne, comme vous le disiez, donc dans une zone très rurale. Depuis quelques années, on a fait partie de cette fameuse vague des urbains, des citadins qui ont quitté la ville à la faveur de la campagne au moment du Covid. Voilà. Et on a fait partie à l'intérieur de cette vague-là de ceux qui sont restés.
Et j'ai la joie d'être ici aujourd'hui parce que effectivement j'ai participé à monter un projet qui maintenant est mon travail pour la majeure partie de mon temps, qui consiste à proposer aux paroisses une application. Voilà, une application qui s'appelle Au Clocher. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus après. On va dérouler l'explication de cette application au long de la table ronde. Et puis on peut passer le micro à Don Paul. Oui. Don Paul, une présentation du prêtre que vous êtes et du recteur du sanctuaire de Montligeon. Don Paul Denisot, je suis prêtre depuis une quinzaine d'années, enfin depuis 15 ans, et je suis recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, qui est un sanctuaire de prière pour les défunts, qui est situé dans la belle campagne du Perche-Ornay, 500 habitants, et un gros sanctuaire qui accueille dans la basilique à peu près 120 000 visiteurs par an, 30 000 nuitées au sanctuaire parce qu'on a un service d'hôtellerie-restauration, une trentaine de salariés, un village d'artisans, et puis voilà, les relations avec le village. C'est une ruralité très particulière. On va en parler, justement. Xavier, vous pouvez nous parler de la paroisse dans laquelle vous œuvrez actuellement, nous donner quelques chiffres, le nombre de clochers, le nombre de paroissiens, de fidèles. Alors la paroisse s'appelle Sainte-Claire, entre Mayenne et Sarthe. C'est une petite paroisse par le nombre de paroissiens, mais une grande paroisse par le nombre de clochers, comme de plus en plus de paroisses en France. On a 17 clochers dans notre paroisse. On est passé de 15 à 17 en fusionnant l'année dernière avec la paroisse d'à côté, comme ça arrive de plus en plus, et en partageant le même curé. On pourrait compter à peu près une centaine de paroissiens, je dirais fidèles, sur les 17 clochers réunis. Et puis, comme beaucoup de paroisses rurales, dès que ce sont les vacances, en particulier pendant l'été, ça double ou parfois ça triple le jour des week-ends de mariage, parce qu'il y a quelques grandes propriétés dans le coin qui attirent les citadins pour se marier. Voilà, en 2 mots. Qu'est-ce qui ça a dû vous changer de votre paroisse précédente, une paroisse parisienne? Qu'est-ce que vous viviez dans cette paroisse à Paris? Comment vous viviez? Et quels ont été les changements quand vous vous êtes retrouvé dans le rural? Alors effectivement, avant d'habiter là, comme je vous l'ai dit, on habitait à Paris avec mon épouse et à ce moment-là avec 2 enfants. Et on avait la joie d'être habitant du presbytère de la paroisse sur laquelle on habitait. C'était la paroisse de la Trinité. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, c'est une paroisse particulière confiée à l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel, et on était une famille au service dans le presbytère, et donc notre service consistait à nous, voilà, comme vous êtes sûrement nombre d'entre vous à le faire, à s'investir dans les activités, à être particulièrement engagé dans le bénévolat. Et ça a été la première fois à cette paroisse-là où on a vraiment intégré notre communauté paroissiale. On n'était pas juste paroissien le dimanche, 1h, 1h10, si on compte les 10 minutes de discussion sur le parvis, et hop, on rentrait chez nous, ce qui était le cas avant. On a vraiment goûté à cette joie d'être frères et sœurs avec nos co-paroissiens, en quelque sorte, et de croiser Madame Michu dans la rue et qu'elle demande des nouvelles de nos enfants parce qu'elle avait vu la semaine dernière qu'ils étaient malades, de nous-mêmes, de connaître le prénom de la personne à côté de qui on s'assoit à la messe, etc. Vraiment, on a goûté cette joie-là. Et quand on est arrivé, comme je vous l'ai dit, histoire de Covid et compagnie, à la paroisse Sainte-Claire, eh bien, on est arrivé avec nos grands élans et nos grands chevaux de Parisiens en disant on va tout révolutionner, ça va être super. On s'est bien fait remettre à notre place par la réalité, par le réel, donc un petit coup d'humilité qui nous a fait du bien. Mais ce qu'on a découvert vraiment, c'est la difficulté, le défi en tout cas de ces paroisses où les kilomètres nous séparent en fait. Physiquement, on est tous à des kilomètres les uns des autres dès qu'on n'est pas rassemblés dans la même église. Et donc une paroisse pleine de bonne volonté, mais où il est difficile de se sentir vraiment membre de la communauté parce que on est tous dispersés par Mons et par Vaux 6 jours sur 7, ou 6 jours et demi sur 7 même, je dirais. Voilà un peu le choc que ça a été quand on est arrivé dans cette paroisse. Claire, est-ce que vous pouvez présenter maintenant la paroisse de Montoire qui compte aussi quelques clochers, je crois? Alors, moi, je suis montoirienne d'origine. Donc, la paroisse de Montoire, je l'ai vue évoluer au fil des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle regroupe, alors je ne sais jamais si c'est 37 ou 42 clochers, mais ceux qui sont
pourront me dire, je vois pas, 34. 34. J'ai tout faux, 34. J'inverse les chiffres. Et 34 clochers. Et c'est vrai que c'est aussi la spécificité de la paroisse de Montoire, c'est qu'il y a beaucoup de kilomètres entre Montoire et Villedieu-le-Château, et que quand on habite dans un village, que la messe, elle est à Villedieu-le-Château, et que nous, on habite Sagnières, eh bien, il faut anticiper, il faut se lever beaucoup plus tôt. Ça fait quelle distance, Claire, entre les deux? Une 30aine de kilomètres. Un peu plus même. Et voilà, donc là, il y a quand même une messe qui est tous les dimanches à la même heure à Montoire. Et Montoire est assez central finalement, donc c'est la chance qu'on ait. Et ça permet quand même de savoir qu'il y a toujours une messe à cette heure-là. Après, les villages, il y a des messes dans les villages, à un autre horaire, et ça correspond au fait que finalement les personnes puissent aller le plus souvent et de temps en temps dans la messe de leur village, qui est quand même assez important. Nous, pour Sagnières, alors il n'y a pas beaucoup de messes à Sagnières parce que le village est petit, mais alors l'église, elle est vraiment minuscule. C'est une chapelle d'ailleurs. Elle a la taille d'une chapelle. Tout à fait. Tout à fait. En plus, elle est assez inaccessible parce il faut y aller par un escalier ou alors par une pente qui est un petit peu difficile. L'église elle-même est en pente, elle est assez unique aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'elle est pas beaucoup utilisée, et en plus il n'y a pas de chauffage. Donc l'hiver, autant vous dire que voilà, on va plutôt choisir des églises qui sont plus confortables. Mais on a un planning qui est affiché dans toutes les églises. Il y a des référents, des personnes qui sont référentes de village pour aller afficher ce planning dans l'église, et qui permet à chacun de savoir où est la messe le dimanche d'après. Et puis après, il y a les feuilles de messe, il y a la page Facebook où on peut retrouver si jamais on a oublié. Et voilà, ça nécessite quand même beaucoup d'anticipation sur la programmation. Alors c'est pas moi qui l'a fait, mais ça permet aussi à chacun de pouvoir aller dans un village, et ça permet surtout aux églises de village de vivre et d'avoir une vie de paroisse. Après, nous, sur l'église de Sagnières, on a la chance d'avoir quelques familles pratiquantes et qui viennent assez facilement. Elle est ouverte tous les jours. On a un couple qui est derrière, qui ouvre tous les jours l'église alors ça dépend, 9h, 9h30, 10h parfois, et qui la ferme à 20h30. Donc on a la possibilité d'aller à l'église prier. On n'a pas la présence réelle, mais on a la possibilité d'aller prier. On se croise parfois. Et donc et elle est au centre du village, donc ça reste quelque chose d'important pour le village. Elle est utilisée pour des baptêmes, des mariages peut-être? Non, pas du tout. Non. Alors, il y a eu un mariage à l'église il y a 7 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura un prochain. Il y a eu 2 mariages cet été. Il y en aura un autre l'année prochaine, je le sais, mais on choisit Montoire parce qu'elle est tellement petite qu'on ne peut pas... Donc non, il n'y a pas de mariage. Il y a quelques obsèques parce qu'il y a quand même des personnes qui souhaitent... mais pas beaucoup non plus. Non, il n'y a pas grand-chose. On va passer le micro à Don Paul, qui va nous parler du sanctuaire. Il y a une paroisse aussi dans le village de Montligeon. Oui, alors il y a une église paroissiale, mais oui, enfin, nous c'est vraiment un luxe. Une église paroissiale qui dépend d'une grande paroisse. Qui dépend de la paroisse de Mortagne-au-Perche, qui est à un quart d'heure en voiture. Donc effectivement, l'église paroissiale dépend de la paroisse de Mortagne. Ensuite, on se rend service mutuellement avec les prêtres de Mortagne, qui sont de la communauté Saint-Martin, mais aussi avec le curé de Bélem, le curé de Rémalard. C'est des paroisses attenantes qui sont à 25 minutes en voiture. Donc, voilà. Vous êtes combien de prêtres sur le sanctuaire de Montligeon, plus la paroisse attenante? Si je le dis, on va se... Ah oui, vous allez créer des jalousies peut-être. On est 5 prêtres et souvent on célèbre la messe le dimanche à Montligeon, ce qui peut parfois un peu choquer, mais on a un ministère qui est beaucoup plus large que... c'est pas un ministère de paroisse. Et à Mortagne, ils sont
4 prêtres et un diacre, mais avec des prêtres qui aident aussi sur des paroisses du Perche Sud qui ne dépendent pas de Mortagne. Donc vraiment, c'est un maillage où on se prête les confrères. Comment ça passe la vie du sanctuaire? Alors, c'est beaucoup de pèlerins qui viennent de l'extérieur, pas forcément, qui fréquentent pas forcément ou a priori pas le village. Vous pouvez nous parler de cette spécificité, votre cœur de mission, et puis après on ira se promener un peu dans le village de Montligeon. Alors le cœur du sanctuaire, c'est d'accueillir, et ce qui est intéressant, c'est d'accueillir toutes les populations. Ça, c'est vraiment, je trouve qu'à une époque où notre société est fracturée, c'est toujours intéressant au sanctuaire de Montligeon de voir les pèlerins ou les touristes qui passent, des gens du coin, des gens de 30 km, 50 km, des bobos parisiens. Donc on voit tout de suite les styles très différents sur le parvis ou dans la basilique. Et donc c'est intéressant de voir toute cette population qui vient à Montligeon. Ça, c'est vraiment plus les groupes que nous accueillons toute l'année, qui viennent d'un peu partout, qui viennent même d'Afrique. Il y a 2 Camerounaises qui sont arrivées à Charles de Gaulle et qui ont demandé au guichet d'Air France où se trouve Montligeon. Donc ça m'a fait sourire parce qu'elles m'ont dit mais personne connaît Montligeon à Paris. Bah ouais. Et voilà, donc c'est toute cette population qui se rencontre à Montligeon, entre les pèlerins accueillis pour un week-end, la paroisse de la Trinité, des groupes de jeunes, des aumôneries de jeunes locales, et puis des pèlerins du 93, pendant les grands pèlerinages du mois de novembre notamment, et les gens du coin. Donc moi j'aime beaucoup ce côté oasis. On va pas les chercher, ils viennent à nous. Et donc après, il n'y a plus qu'à les rencontrer et accompagner la dévotion populaire des gens qui sont parfois très loin de la foi. Alors, Don Paul, les gens du coin vont sur le sanctuaire également. Ils fréquentent la paroisse. Il y a combien de paroissiens purs des paroissiens, si vous me passez l'expression. Alors, des paroissiens... c'est compliqué à Montligeon parce qu'il y a des Montligonnais qui vont à Mortagne et c'est très bien parce que c'est important que la paroisse vive et ils ont besoin de vivre ces relations paroissiales. Il y a des gens de Montligeon qui viennent au sanctuaire et qui s'engagent au sanctuaire. Je ne peux pas vous dire. Des habitués entre les Parisiens du week-end qui viennent tous les week-ends dans le Perche et les Montligonnais. On doit avoir 150 personnes à la messe, 200 personnes le dimanche. Mais ensuite, avec les grands pèlerinages, on monte à 1000. Voilà. Vous évoquiez le cœur du réacteur, c'est le sanctuaire où on prie pour les défunts. Vous pouvez nous parler de cette spécificité? Je pense que c'est important aussi, parce que dans notre parcours de vie, on est tous touchés à un moment de temps par le deuil d'un proche ou des amis. Ben c'est ça qui est génial, justement, parce que Montligeon est un message universel. On est tous touchés par la question de la mort. Et de voir des personnes qui rentrent à Montligeon comme visiteurs, qui comprennent le message du sanctuaire, qui tout d'un coup, on leur dit vous pouvez prier pour votre grand-mère défunte. On a tous une grand-mère qu'on pleure au moins. Et ça, voilà, les gens s'arrêtent, posent une bougie, demandent une bénédiction. Pour moi, aujourd'hui, un des lieux d'évangélisation, c'est cette dévotion populaire. Des gens qui sont très loin, juste une bénédiction, bénir une moto, bénir une croix ou un chapelet qu'ils ont acheté, bénir leur voiture, bénir leur cheval, bénir leur chien, bénir des tracteurs. Là, récemment, on a 70 tracteurs qui sont passés à Montligeon. Et je leur ai dit, vous pouvez rentrer dans l'avenue de la Basilique à une condition, c'est que vous proposez la bénédiction à ceux qui veulent. Sur 70 tracteurs, il y en a 69 qui ont demandé la bénédiction. Vous voyez, voilà, pardon, vous parliez de la mort, mais je suis parti dans tous les sens. Mais oui, et le cœur de notre mission, c'est d'accueillir des personnes en deuil et d'organiser des haltes deuil, à peu près une quinzaine dans l'année, plus par exemple là, un couple qui est venu avec des amis parce que leur fille est morte il y a 4 ans et qu'ils avaient besoin de se poser, des personnes qui viennent pour l'anniversaire du décès d'un de leurs proches, ça c'est très souvent. Et notre belle mission, c'est d'accueillir de consoler, quoi, et d'annoncer l'espérance. Claire. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait
d'aller vers des choses qui arrivent à tout le monde. Dans le village, nous, moi je ne m'en cache pas, les habitants, ils ont toujours su que j'étais une catholique pratiquante, que j'allais à la messe le dimanche. Et c'est pareil, les habitants, quand on les croise, quand on sait quand ils nous parlent effectivement de quelqu'un qu'ils ont perdu, de leur maladie, alors peut-être des fois ils viennent me raconter ça parce que je suis le maire du village et que je m'intéresse à leur vie, mais quand je leur dis mais je vais prier pour vous, je vais prier pour votre maman, je vais prier, et en fait au début j'y allais avec des pincettes en me disant il y a un mélange des genres, mais en fait pas du tout. C'est aussi ça, être un maire catholique. Je trouve que c'est de pouvoir être qui on est, et je crois que en fait, on s'intéresse à la vie en tant que mère, mais on a ce petit plus. Et alors, c'est très fort, moi je trouve, comme témoignage, parce que ça permet, quand on vit des choses comme ça, d'avoir aussi des retours et de... Voilà, moi on dit souvent, oui, il faut faire la part des choses. Vous avez posé, quand on a échangé au départ du fait de la loi sur la laïcité, le côté neutre qu'on doit avoir en tant qu'élu de la République. Disons qu'il y a beaucoup d'élus qui sont catholiques pratiquants et qui se cachent derrière la laïcité pour... Et en fait, pas du tout. En fait, c'est pas du tout. Enfin, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une relation de village, en fait, c'est pas du tout qui nous est demandé. Les gens, ils nous demandent juste d'être qui on est. Et je trouve que c'est important même parce qu'en fait, c'est très très bien accueilli. C'est ce que vous disiez. En fait, Claire, il y a une bienveillance aussi dans le village et dans la paroisse. Il y a peut-être des communes où le maire aussi est comme vous catholique, mais il est un peu obligé d'être en retrait du fait de sa fonction, parce que derrière il y a des ultras anti qui le guettent au coin du bois peut-être aussi. Il y a de la bienveillance aussi dans votre lieu de vie, dans votre village à Sagnières. Oui, et c'est vrai qu'il y a aussi je pense que c'est aussi une posture, c'est-à-dire que il faut pas non plus revendiquer à tout moment. En fait, dans le village, ça passe parce qu'on est dans une relation avec les personnes, mais quand il y a des plus gros groupes ou dans d'autres fonctions d'élus, il faut savoir toujours rester être qui on est, mais sans être revendicatif en fait. Mais ça se passe vraiment bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de... C'est souvent ce qu'on me demande. On me dit, mais toi, t'as pas des problèmes quand même? Mais non, en fait. Mais par contre, il faut être en vérité dans les échanges. Ouais. Xavier, comment vous vivez votre quotidien dans votre paroisse avec votre épouse, vos enfants, avec les autres fidèles et avec le prêtre de cette paroisse? Eh bien, vaste question. Je pense comme dans cette paroisse, quand on est arrivé, on nous a demandé de nous engager dans les équipes de la paroisse, et on a ce qu'on a fait. Donc moi, je suis au conseil économique de ma paroisse. C'est là que j'ai été appelé. Mon épouse est dans l'équipe des prières des mères. Voilà, donc ça a vraiment été ce avec quoi on est arrivé, ce qu'on a appris dans notre paroisse précédente, très vivante, très dynamique, très machin. C'est que pour être membre de sa paroisse, il faut s'y engager. On n'est pas juste membre de sa paroisse en s'asseyant on l'est techniquement en s'asseyant sur le banc du fond, et on est le bienvenu et on est membre à part entière, mais si on veut vraiment goûter tous les fruits de l'appartenance à cette communauté de frères et sœurs en Christ, eh bien c'est en s'y engageant. Donc c'est ce qu'on a choisi de faire. Alors c'est pas toujours facile, comme pour n'importe quel service, mais voilà ce qu'on fait. Dans notre paroisse, on a sur tous les clochers, vous parliez vous de la régularité des horaires, etc. Nous on a fait le choix d'avoir 2 clochers principaux, et la messe alterne sont un peu les deux pôles de la paroisse géographique, pour que tout le monde puisse au moins un dimanche sur 2 avoir un peu moins de route que d'habitude. Voilà humainement ce qu'on fait. Et puis je ne sais pas si c'est déjà si on parle là-dedans, mais avec le but de l'application qu'on a mise en place et qui a été initialement dont
l'inspiration vient vraiment de cet atterrissage dans notre paroisse Sainte-Claire, c'est vouloir proposer un moyen de plus aux paroissiens de rester en contact, de rester en lien les uns avec les autres et pouvoir confier une petite intention de prière, pouvoir s'engager, répondre à un appel à bénévoles ponctuellement, répondre à un appel aux dons qu'on envoie, etc., à travers cet outil de communication, justement, qu'est l'application, qui reste un outil très simple, très sobre, pour pas envahir notre vie, comme c'est toujours les excès qu'on a envie d'éviter avec les smartphones et compagnie, les réseaux sociaux, c'est toujours, à juste titre, on a ces craintes légitimes de dire, mais ça nous envahit, ça vampirise un peu nos relations réelles, en fait, les uns avec les autres. Vous parliez d'être dans une communauté à taille humaine, de se connaître, d'être de personne à personne. Voilà, ça vient simplement en complément de ça, un peu comme un fil d'Ariane qu'on viendrait tisser entre tous les clochers, entre tous les dimanches, entre tous les paroissiens en continu. Donc ça participe à l'entretien des liens fraternels. Comme je dis toujours, ça ne les crée pas, parce que ces liens, on les crée ici dans le réel, et puis derrière, il y a différents outils qui peuvent nous aider à les entretenir. Voilà, donc c'est un serviteur et pas un maître, cet outil. C'est un petit réseau social, oui, mais bien bordé. C'est pas très bien dit, mais vous nous expliquez comment ça fonctionne. En plus, il y a deux versants dans cette application au clocher. Il y a le versant pour les paroissiens, puis le versant pour l'administration de la paroisse. C'est bien ça ? Exactement, oui. C'est le digital, tout comme l'argent, quand il est... il peut être très bon serviteur, il est toujours très mauvais maître. Et donc on a choisi de fabriquer cet outil. Quand on a fabriqué cette application au clocher, on a passé plus de temps à réfléchir à ce qu'on n'allait pas mettre dedans, plutôt que ce qu'on allait y mettre. Puisque le défaut du digital, c'est que c'est un monde infini. Enfin, l'écueil en tout cas du digital, c'est que c'est un monde infini et on peut y mettre tout ce qu'on veut. On peut dire, ah tiens, on pourrait aussi faire en sorte que l'application, elle fasse ci, elle fasse ça, qu'on puisse suivre la messe derrière son téléphone, depuis son canapé. On pourrait aussi, avec des caméras. Bon. Et donc, on a passé beaucoup de temps à se dire, non, on va faire un outil volontairement contraint, bridé, pour faire, effectivement, tirer les bonnes pratiques de ce qui marche aujourd'hui, mais en évitant les défauts. Et ce qui marche aujourd'hui, il n'y a pas de secret, ce sont les réseaux sociaux. C'est avec tous leurs défauts, multiples et profonds, mais ça marche. Et donc on s'est intéressé à ça en disant, ce qui marche, c'est le réseau social. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sain dans un réseau social ? C'est le fait de garder contact, c'est le fait de pouvoir avoir des petites nouvelles, de pouvoir interagir. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? C'est le fait de rester derrière son canapé et de croire qu'on est ami avec le petit chinois à l'autre bout de la planète parce qu'on s'est échangé 3 messages alors qu'on ne l'a jamais vu dans la vraie vie. Voilà un peu, je vous le caricature, mais voilà un peu ces choses-là. Donc on a voulu faire cet outil qui effectivement est ce qu'on appelle un réseau social raisonné. C'est-à-dire c'est une inspiration du réseau social, on le reconnaît et on l'assume, mais raisonné puisque on cherche à rester dans l'entretien des relations et non pas dans la création des relations. On ne dit pas ça se suffit à lui-même, bien entendu. Ce qui se suffit à lui-même, c'est, ce qui devrait suffire, c'est notre présence ici et dans la vraie vie. Mais on vient l'entretenir. Et après, vous parliez de face cachée. C'est un petit peu effectivement comme un iceberg. Il y a la partie émergée qui est cette application qui cherche à répondre à ce défi qui est la dispersion des paroissiens, garder contact. Et puis il y a la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus grosse, qui propose tout un tas de services pour faire gagner du temps aux paroisses. Parce que le deuxième grand défi des paroisses, après la dispersion de leurs paroissiens, c'est l'épuisement de leurs bénévoles. Le fait que ce sont toujours eux-mêmes qu'on demande toujours un peu plus, parce qu'ils sont là, et qu'ils sont sympas, et qu'ils sont serviables, et donc on va leur en demander toujours de plus, et qu'il n'y a pas grand monde d'autre qui est prêt à aider. On a développé tout un tas de services qui permettent de faire gagner du temps en facilitant, je ne veux pas faire ma pub complètement, mais en facilitant la rédaction des feuilles paroissiales papier, très simplement, quelques clics, en facilitant la synchronisation avec un site internet. C'est toujours compliqué de tenir son site internet à jour. Et bien avec ça, vous vous en occupez plus, avec un petit calendrier très simple, très bien pensé. Vous parliez des horaires, être capable de mettre à jour les horaires très facilement et les diffuser. Voilà, tout un tas de services qui du coup ne se voient pas pour le paroissien lambda, mais qui font gagner beaucoup de temps à la paroisse. Sur la feuille de chou de la paroisse, on peut modifier les choses au dernier moment, parce qu'on a pris des décisions il y a 15 jours, mais finalement, entre-temps, il s'est passé 15 jours et qu'il y a des modifications d'horaire ou des modifications de thème, de lieu.
Oui, ça part de là. En fait, j'ai monté cette application avec un ami qui, lui, est développeur. Et l'intuition qu'il avait eue, c'était tous les dimanches à la messe, quand on est assis là et que monsieur le curé vient faire les petites annonces à la fin, il y a une première petite annonce, une deuxième petite annonce, une troisième petite annonce, et puis il y a toujours la quatrième ou la N+1e petite annonce. Et au fait, sur la feuille, il y a marqué 18h, mais en fait ce sera 19h et ça change de village parce qu'il y a un trou dans la toiture. Et lui se dit, aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir ce niveau d'inflexibilité. Parce que quand on a une annonce qui est sur la feuille dimanche, elle a été imprimée vendredi. Si elle a été imprimée vendredi, c'est qu'elle a été validée mardi. Si elle a été validée mardi, c'est qu'elle a été soumise vendredi. Si elle a été soumise vendredi, c'est que quelqu'un en a parlé le mercredi d'avant. Donc une info que vous avez le dimanche à la messe sur votre feuille, elle a 2 semaines. Donc nécessairement, il y a des infos qui sautent. Et il s'est dit, il faut qu'on propose un outil plus simple et plus, comme on dit aujourd'hui, flexible, plus souple, pour qu'on puisse, sans perdre de temps, ajuster les infos qui ont besoin de l'être. Autre exemple de service, côté administration pour la paroisse, qu'on peut gérer facilement avec l'appli. Eh bien, alors comme je l'ai dit, le calendrier de la paroisse qui est très simple, l'alimentation du site internet qui du coup devient automatisée, donc vous n'avez plus à vous en préoccuper, la fabrication de feuilles paroissiales papier, bientôt la fabrication de newsletters pour ceux qui sont allés sur le territoire des emails et qui envoient de façon hebdomadaire par exemple un email. Tous ces services-là. Et également, c'est tout frais, on vient d'ajouter la possibilité de créer des groupes de discussion. En se disant, un autre fléau dans les paroisses, c'est un peu la pêche miraculeuse des groupes WhatsApp. Et on a des groupes WhatsApp partout et les prêtres n'en peuvent plus parce qu'ils sont toujours rajoutés dans tous les groupes WhatsApp parce que mon père, c'est important que vous soyez au courant, on vous met juste dans le groupe. Et donc lui, il a 60 groupes WhatsApp qui ont chacun 60 notifications. Vous avez 60 groupes WhatsApp, Don Paul ? Oui, mail, WhatsApp beaucoup, et maintenant on a Discord comme outil qui nous permet de communiquer sur... Ouais, on est pas mal sollicité. Côté paroissien, l'utilité de l'application, quelques exemples peut-être aussi, Xavier ? L'utilité de l'application, en fait, c'est la possibilité pour tous les paroissiens, vous parliez d'accueillir tous les publics, c'est d'accueillir tous les paroissiens là où ils en sont et leur proposer de faire un petit pas de plus. Et il y a souvent cette image dont on parle pour la paroisse que ce sont des cercles concentriques avec au cœur l'équipe des prêtres et des bénévoles super engagés, ceux qui sont au presbytère et dans les salles paroissiales. Et puis, plus on grandit, dans les cercles, plus il y a des paroissiens un peu éloignés. Eh bien, le paroissien très éloigné, le visiteur, lui, on va lui proposer tout simplement d'être au courant. Et en fait, ça, c'est énorme parce que le paroissien visiteur qui est juste passé un week-end et qui se dit « Tiens, je repasserai peut-être une prochaine fois, les prochaines vacances pour les Parisiens, etc. » Eh bien, il a beau être reparti chez lui à des dizaines ou des centaines de kilomètres de là, il a toujours les infos, il va recevoir la petite notification exceptionnelle qui va informer d'une intention de prière apportée, des choses comme ça. Le paroissien un peu plus régulier, lui qui est sur place, qui est résident, il va tout simplement pouvoir réagir. Donc il y a un événement, je vais mentionner que je m'inscris. Il y a une intention de prière, je vais mentionner que je prie pour la personne. Il y a un appel au don, voilà, je commence à tourner en boucle déjà parce qu'il n'y a pas des centaines de trucs différents. C'est la vie d'une paroisse toute simple. On n'a pas inventé grand-chose, on l'a juste simplifié. Et après, pour ceux qui sont un peu plus engagés, c'est la possibilité de gérer leur équipe, c'est la possibilité de contribuer eux-mêmes. C'est-à-dire que enfin, un outil de communication paroissiale qui ne repose pas sur les épaules d'une personne. Très souvent, les outils de communication, le site, la feuille, la newsletter, etc., reposent sur les épaules d'une personne. Dans le pire des cas, le curé, quand il a trouvé personne d'autre. Sinon, une secrétaire, une responsable communication. Et bien là, c'est un outil, je vous ai parlé d'inspiration des réseaux sociaux, c'est un outil collaboratif. Donc tout le monde, dans la mesure de sa légitimité à le faire, il y a différentes règles, etc., peut contribuer. Donc Madame Caté va publier l'info du week-end d'inscription à Caté. Monsieur Parcours Alpha va envoyer une petite photo disant on a bien prié pour vous en pèlerinage à Montligeon, on a prié pour vous, etc. Tout le monde peut contribuer pour que la communication devienne en fait ou redevienne une animation paroissiale. Tout le monde, à sa juste mesure, peut contribuer. Et donc tout le monde y passe 2 minutes plutôt qu'une personne 2 jours par semaine, quoi. Et sur Au Clocher, on raconte pas sa vie, on dit pas du mal de son voisin, on en dit du bien peut-être. Oui, les défauts des réseaux sociaux, on en a tous des dizaines en tête, mais le premier, c'est que tout le monde raconte tout ce qui lui passe par la tête, et il n'y a pas de contrôle, c'est ouvert aux 4 vents.
Dans une paroisse, c'est pas comme ça. À nouveau, on n'a rien inventé. Aujourd'hui, pour aller faire une petite annonce au micro à la fin de la messe, c'est pas un micro ouvert. C'est-à-dire, tous les paroissiens passent pas à raconter on vient demander à la personne, le prêtre, la personne qui coordonne un peu tout ça, tiens, j'aimerais parler de ça, est-ce que je peux prendre 30 secondes? Bien sûr, au clocher, c'est pareil. Si vous êtes paroissien lambda, pardonnez-moi l'expression, eh bien, vous allez soumettre une intention, un événement, un article, tout ce que vous voulez, et ça va passer par une phase de validation, où un des administrateurs, il y en a autant que vous voulez, va en un clic dire OK ou non merci. Et on raconte pas effectivement non plus sa vie sur les publications des autres. Un autre défaut des réseaux sociaux, c'est que quand les gens se crêpent le chignon par commentaire interposé sur l'article qui est publié, vous savez, ce qu'on détesterait, ce serait que monsieur le curé publie son édito au clocher et que les paroissiens s'engueulent en dessous en disant mais ça va, non, c'est pas vrai. Donc en fait, tout simplement, il n'y a pas de commentaire. C'est-à-dire qu'on est invité à réagir en un clic. C'est ce que je vous disais, rester serviteur et non pas maître. Quand on réagit en un clic, c'est une inscription, c'est une prière, etc. Eh bien, on mentionne un intérêt, mais si on a le droit de pas être d'accord avec monsieur le curé, mais en revanche, on va lui dire en face à face, on ne se cache pas derrière son écran pour faire passer ses messages. Donc Paul, vous pouvez récupérer le micro et puis on va peut-être parler du lien avec la société civile au cœur du village de Montligeon. Comment ça se passe quand on est prêtre d'une communauté, en plus en soutane? Ça se passe pas toujours bien, mais chez vous, ça... Chez nous, ça se passe très bien. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire, parce que ça dépendait aussi des équipes, des recteurs, des équipes municipales. Je me doute que dans l'équipe municipale, il n'y a pas que des grenouilles de bénitier, mais on a des conseillers municipaux qui, pendant le Covid, nous avaient appelés en disant bah voilà, ce serait pas mal que vous alliez distribuer des rameaux bénis aux personnes qui sont seules. Donc je trouvais ça pas mal que ça vienne de l'équipe municipale. Quand on a un problème d'internet, le maire est toujours disponible et c'est lui qui va aller tanner Orange parce qu'il sait que c'est important pour le sanctuaire. Et si c'est important pour le sanctuaire, c'est aussi important pour le village parce qu'on fait vivre on a des salariés qui vivent à Montligeon, on fait vivre la boulangerie. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est l'imbrication parfois très complexe entre le sanctuaire et le village. Par exemple, les toilettes municipales appartiennent au sanctuaire. Vous voyez, il y a des choses qui sont encore qui devraient être quand même réglées, mais de très bonnes relations avec le maire, parce que le but aussi, nous, c'est de faire visiter, c'est d'encourager le tourisme à Montligeon, parce que le village est magnifique. Donc, quand on lance une journée des artisans avec bénédiction des animaux, on en parle au maire. Quand le maire lance une initiative, il en parle avec nous très facilement. Donc ça vraiment, et on a la chance d'avoir un maire de village qui est vraiment au service. Enfin, c'est vraiment des serviteurs, je ne comprends pas comment ils peuvent accepter cette charge. Alors là, c'est la municipalité, le maire, mais les villageois qui ne sont pas des grenouilles de bénitier, comme vous dites, comment est-ce qu'ils vous regardent? Comment est-ce qu'ils vivent avec vous? Alors, est-ce qu'ils sont bienveillants? La patronne du bar, on la connaît bien parce qu'on va régulièrement prendre le café chez elle. Et c'est d'ailleurs très beau parce que quand quelqu'un va mal, là récemment, un homme de 38 ans qui a un cancer du cerveau en phase terminale, c'est la patronne du bar qui est une institution. C'est Christine qui m'a appelé en me disant voilà, il a une fille de 9 ans, il a une épouse, est-ce que vous pourriez passer le voir? Donc je suis allé voir la famille, je suis venu avec sœur Cécile parce qu'on a aussi une communauté de sœurs et la sœur a pu voir la jeune fille, a pu voir la femme. Moi je suis allé le rencontrer à l'hôpital. Enfin ou alors c'est la pharmacienne qui un soir m'appelle en me disant oui, il y a un tel qui je le sens pas bien, il va faire une bêtise, appelez-le. Voilà, et puis la gendarmerie par exemple. La gendarmerie aujourd'hui dans nos campagnes, c'est vraiment les services sociaux. Donc j'ai un gendarme en vacances qui m'appelle en me disant voilà, il y a un marginal là, j'ai peur qu'il fasse une bêtise, et on se met d'accord, nous on peut l'accueillir pour une nuit, ou alors quand ils ont un problème avec des femmes victimes de violences la nuit, ils peuvent nous appeler à n'importe quelle heure, on leur met une chambre à disposition pour la femme et les enfants. Donc ça en fait c'est assez top ce type de relation. Ou alors quand un gendarme vous dit est-ce que vous avez entendu parler dans le village d'un enfant qui était souffre-douleur du reste de la famille. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de... Quand ça tourne entre le maire, la gendarmerie et nous, il y a une espèce de recherche du bien commun. Et moi, je m'émerveille de cela. Je trouve ça très beau. Vous n'êtes pas de problème de mission à Montligeon. Tout roule?
J'aimerais bien. À vous écouter, en tout cas, tout semble rouler. Ouais. Pour vous, la mission aujourd'hui, en 2024 et dans les 10 ans, ça serait quoi? Nous, c'est d'abord une mission d'accueil et de continuer cette mission d'accueil de personnes en souffrance et d'aller chercher, un de nos axes aujourd'hui, c'est d'aller chercher les plus pauvres. Moi, mon rêve avant de partir de Montligeon, ce serait d'organiser un pèlerinage des gens de la rue, vous savez, de la prostitution, des trans, des traves du bois de Boulogne, qui puissent venir prier pour le... Ça, c'est un rêve. Mais bon, on verra. Et puis, donc ça, c'est une belle mission, et de continuer d'accueillir tous les pèlerins, et puis de continuer à faire connaître l'œuvre de Montligeon dans le monde, parce qu'on est d'abord une fraternité mondiale de prière, et de continuer à développer cette fraternité en France et à l'étranger. Bon, et est-ce que je reviens dessus, mais est-ce que parmi les villageois non pas chrétiens ou pas pratiquants, vous sentez qu'il y a des conversions qui peuvent se faire? Je pense que ça passe par des relations. Tout passe par la relation. Moi, il n'y a pas besoin que je leur parle de Jésus, ils savent d'où je viens. Mais le fait de se poser au bar, d'écouter un tel... Parfois, il y en a un qui se plaint, il me dit, voilà, le sanctuaire a oublié de tailler la haie, donc ils sont... Mais en fait, cette relation simple, de se dire bonjour, de prendre le temps de prendre des nouvelles, c'est ça qui... Enfin, je pense que c'est essentiel. Et dans les campagnes, on a cette chance-là. Moi, je suis parisien d'origine, donc c'est une autre planète. À Paris, personne ne se dit bonjour. Là, à Montligeon, on se sourit, on se regarde, on se demande des nouvelles. Enfin, et je pense que ça passe comme ça, en fait. Claire, vous viviez aussi des choses similaires à Sagnières. Les personnes qui ne sont pas croyantes ou pas pratiquantes, elles œuvrent quand même pour l'Église. Elles donnent des petits coups de main. Oui. Oui. Il y a une relation aussi qui s'est faite, et grâce à cette relation, les choses se font naturellement, même si les personnes ne sont pas croyantes. Alors déjà, une église, enfin dans un village, une église c'est le patrimoine de la commune, c'est le bien, c'est le bien précieux, c'est le trésor du village. En tous les cas pour Sagnières, c'est le seul bâtiment qui est de la valeur finalement dans le village. Et déjà ensemble on l'entretient. Et alors pour anecdote, je me souviens quand j'ai été élue maire, on a eu un problème de clocher. Les ardoises tombaient les unes après les autres. Et moi, j'avais pas du tout été élue maire pour réparer le clocher. En plus, ça faisait vraiment le stéréotype, la mère catho qui est élue et hop, elle refait l'église. Donc j'avais présenté, j'avais quand même alerté le conseil municipal en lui disant, voilà, le clocher, il est en train de dépérir, il faut faire quelque chose. J'ai vu des charpentiers, soit on répare le clocher, soit de toute façon l'église elle n'est pas non plus tellement utilisée, il n'y a quand même pas foule de catholiques, on fait un toit plat et puis comme ça les ardoises arrêteront de tomber. Et en fait, ça a été incroyable parce qu'au conseil municipal, c'est pas des gens que je croise à la messe, c'est des gens je sais, même pour certains, ils sont même plutôt anticléricaux et voilà, il y a un peu de tout. Et à l'unanimité, ça a été non, il faut refaire le clocher, c'est important, on ne se rend pas compte, c'est l'église, et puis c'est là qu'on s'est mariés, et puis c'est là qu'il y a mon grand-père en fait, toutes les histoires du village sont revenues, et donc l'église, c'est l'histoire du village, ils y sont très attachés, et quand je leur ai dit, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de pratiques chrétiennes, et ils ont dit, ah oui, mais justement, pourquoi il n'y aurait pas... Donc c'est là aussi où il y a eu une information. J'ai senti finalement, pourquoi ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'activité à l'église, parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc maintenant, quand il y a quelque chose qui se passe à l'église, moi j'envoie un SMS à tous les habitants, puisque j'ai le téléphone de tous les habitants, j'envoie à tous ceux qui sont intéressés par cette information-là, que il va y avoir une messe à telle occasion, ou un temps de prière à telle occasion, ou on nettoie l'église à telle occasion. Et en fait,
l'église, c'est important pour eux, oui. Et donc, on l'entretient ensemble et c'est important. Et après, pour la question du... Comment dire tout à l'heure, vous disiez, vous portez la soutane. Moi, la chance que j'ai, et c'est une chance, c'est que je suis originaire de Montoire. J'ai été au caté à Montoire, je me suis mariée à Montoire, enfin, j'ai fait tout à Montoire. Et les gens savent que je suis paroissienne. Et en fait, c'est pareil, j'ai pas besoin... moi, j'ai juste besoin d'être dans la relation aussi, et c'est ça qui compte. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. La meilleure chose qu'on peut apporter aux gens, c'est porté par notre foi, et pas aller c'est être un témoin en fait de Jésus dans ce qu'on peut avoir à échanger avec eux, mais pas forcément. Moi, je le traîne pas, mais je leur dis pas non, il faut aller à la messe. Ils vont venir s'il y a quelque chose à y vivre aussi. Et voilà, et moi, je me sens pas du tout l'évangélisation, pour moi, elle passe par ce qu'on a apporté aux gens, en fait. Et dans la mission de mère, je trouve que ça se révèle vraiment complètement. Enfin, dans la mission de mère, d'ailleurs, les deux. Dans la vision de maman aussi. Je trouve que on peut dire les mêmes choses on peut avoir les mêmes choses à dire. J'aimerais que vous nous partagiez chacun, même si ça transpire, comment est-ce que vous voyez la mission dans les 10 ans à venir, au vu de la déchristianisation de la France, de la rareté de nos prêtres, surtout dans certains diocèses, comme le nôtre, diocèse de Blois. Comment est-ce que vous voyez l'évangélisation, la mission dans les années à venir? Xavier. Toujours difficile de se prétendre visionnaire, mais la conviction personnelle que j'ai, c'est que la brique élémentaire qui va sauver l'Église, c'est la paroisse. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, l'Église s'adresse beaucoup... je trouve qu'on s'adresse beaucoup à titre catho, soit à l'individu, en lui proposant plein de services à lui, individu, et on l'appelle Jean ou Paul ou Marie, et on lui propose des petits services, en particulier digitaux. Et à l'autre extrême du spectre, on s'adresse à l'Église universelle. Et on a tendance à noyer l'individu dans l'Église universelle en oubliant le maillon qui est au centre, qui est la paroisse. Et on voit bien depuis 20 ans que tout le monde se remet à manger local, à acheter les œufs chez le fermier d'à côté. Dans le monde de notre consommation, qui est le nouveau dogme aujourd'hui de la consommation, on s'est remis à regoûter local. Et en fait, je suis convaincu que dans l'Église, ça va être pareil, où on va regoûter la joie tous de venir rencontrer les gens qui habitent à côté de chez nous, que l'on va pouvoir recroiser au bistrot du village, avec monsieur le curé aussi, avec qui on va pouvoir créer des vraies relations. Et donc c'est pour ça que ces événements comme Congrès Mission, de voir sur le parvis de l'église en face du marché, venez rentrer dans l'église, on est là, on est des vrais gens, venez nous rencontrer. Je suis convaincu que c'est par là que ça va recommencer. Toutes les autres initiatives restent belles, bien entendu, mais si j'avais à me projeter d'ici 10 ans, je dirais que ce sont les territoires, les paroisses, les vrais gens, les vraies communautés à taille humaine qui vont attirer et qui vont donner envie de rester surtout à ces visiteurs ou ces gens de passage. Alors, avant de passer le micro à Claire, vous pourrez poser vos questions aussi à nos 3 intervenants dans quelques instants. Claire. Alors c'est vrai que l'inquiétude, c'est effectivement qu'on n'ait plus de prêtres. Nous, aujourd'hui, sur la paroisse, on a un curé. Donc un curé, quand on sait qu'il y a 34 clochers, comment on va pouvoir faire vivre ces églises le dimanche. Je pense quand même que ça reste quand même important qu'il y ait des messes de temps en temps dans le village, parce que c'est vraiment l'approche d'une messe qui fait qu'on va fleurir, on va nettoyer, on va briquer, on va entretenir l'église.
Et c'est aussi pendant ces moments-là qu'il se vit des choses. S'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de messe, s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'événement s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de célébration, finalement, à quoi bon venir passer le coup de balai, je pense. Et puis après, c'est à nous, dans les villages, de proposer des choses. Ça nous arrive, hein, de temps en temps avec la voisine, et t'as entendu, elle va pas très bien, on va aller prier pour elle. C'est aussi à nous d'initier des temps comme ça de prière entre voisins, de faire la crèche aussi à Noël. C'est à nous aussi mais c'est quand même pour l'instant, voilà, c'est ce qui compte aussi pour nous en tant que paroissiens, c'est de savoir qu'on a une belle paroisse qui vit, et de pouvoir aussi dire à nos habitants, bon, l'église en ce moment, de toute façon il fait trop froid, mais si vous voulez je vous emmène, on va à Montoire la semaine prochaine parce qu'il y a la messe à 10h30. Voilà. En fait, c'est aussi c'est à nous, paroissiens des villages, les paroissiens de Montoire, mais les paroissiens des villages aussi, de ne pas oublier qu'ils sont paroissiens de Montoire. Il y a la messe à Montoire, mais que potentiellement il faut aussi pouvoir emmener de temps en temps nos voisins, en fait. Mais c'est vrai que on a des jeunes qui viennent de revenir dans le village, donc voilà, on se dit peut-être que c'est que parfois c'est le baptême de leurs enfants qui va les faire revenir aussi. Donc bon, voilà, il y a peut-être... De toute façon, c'est pas linéaire, hein. Il y a la vie d'une paroisse et la vie d'un village, voilà, ça tient aussi aux personnes qui y sont et aux rencontres qu'on y fait. Donc moi je suis assez... voilà, après j'ai des enfants qui sont aussi très investis dans la paroisse. Je me dis, là où ils iront habiter, ils sauront semer des choses. Je me dis peut-être que nous aussi, le village aura aussi la joie d'avoir des gens comme vous qui arrivent aussi. Enfin, voilà, je suis plutôt assez optimiste. Don Paul. Comme Xavier, je dirais la paroisse, je redirais l'importance de la paroisse, et pourtant, c'est moins mon truc. Moi, je suis plutôt prêtre de sanctuaire. La paroisse, parce que je vous raconte comme ça une histoire. J'étais dans le train il y a pas très longtemps, et un jeune de 20 ans qui fait des saisons, cheveux longs, me regarde et il me dit, vous êtes habillé en quoi? Je me dis, ça y est, moi j'ai besoin de silence, de prier, et, en prêtre. Il me dit, c'est pas vrai. Et là, il me déballe toute sa vie. Et il me dit, j'aimerais être baptisé, mes parents sont athées. C'était magnifique. Il me racontait ses bêtises sans phare, enfin tout. Et en fait, effectivement, pouvoir lui dire, va dans ta paroisse, c'est un ancrage. Moi, je parlerai des sanctuaires, parce que c'est une expérience que j'ai depuis quelques années. J'avais été recteur de sanctuaire avant aussi, en Auvergne. Je trouve qu'on a besoin aujourd'hui d'oasis qui accueillent de manière indistincte toutes les personnes qui ont besoin d'être consolées et de pleurer, des personnes qui ont besoin de souffler. Et dans ces oasis ou même dans les paroisses, peut-être qu'il faut aussi qu'on change un peu. Enfin, je me dis que la dévotion populaire est importante et parfois on veut très vite les ramener à la messe, on veut les engager dans la paroisse, alors qu'en fait il faut accueillir les personnes, les accueillir telles qu'elles sont et aller les rejoindre sur des petites dévotions populaires. Tant pis si on n'a pas la messe dans l'église, parce qu'il y a 37 clochers, mais proposer une bénédiction des animaux, une bénédiction des voitures, une bénédiction des cierges. Aujourd'hui, rejoindre, moi ça me marque beaucoup. Il faut s'adapter à l'autre aussi, c'est ça? Oui, et y trouver la foi en fait, parce que parfois on voudrait qu'ils soient tous engagés comme dans les super paroisses, dans les parcours alpha. Non en fait, et ils le seront jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils viennent quand même chercher quelque chose à l'Église. Et je trouve que le pape François sur cette dévotion populaire nous y encourage beaucoup. C'est quelque chose qu'on a parfois un peu oublié dans notre vieille Europe. Alors qu'elle n'attend, aujourd'hui, on sent une attente très forte de nos contemporains. Donc, comment encourager cette dévotion populaire par des signes, la beauté, la musique, et qu'il ne soit pas que la liturgie, mais ouais. Voilà. Très bien, on va demander à nos auditeurs, s'ils le veulent, de vous poser une question après cette contribution
Qu'est-ce qui souhaite poser une question? C'est à propos de l'application Au Clocher. Paroisse rurale dit souvent paroissien âgé. Est-ce que ce mode de communication moderne ne pose pas un problème de diffusion? Est-ce que les personnes âgées y accèdent facilement? La question est... Merci pour la question. Elle arrive très souvent en premier lieu après n'importe quelle présentation de Clocher. On se fait beaucoup d'idées sur le taux de déconnexion de nos anciens. On se dit, dès qu'il y a des cheveux blancs, il n'y a plus d'écran. Et en fait, c'est faux. Alors, tout simplement, c'est faux. Ils ont tous un smartphone. S'ils n'ont pas un smartphone, ils se sont fait offrir une tablette à Noël par leurs petits-enfants pour regarder les résultats du bridge. Et s'ils n'ont pas de tablette, ils ont un ordinateur dans le salon et ils vont vérifier leurs mails régulièrement. Donc, il y a des écrans partout. Il se trouve que l'application est aussi accessible sur ordinateur. Comme ça, on laisse vraiment personne de côté. Si on regarde même l'INSEE, parce qu'à force d'avoir la question, je vais la regarder. Aujourd'hui, je crois que c'est 92% des foyers français qui sont équipés d'au moins un écran. Donc oui, c'est vrai, il va rester 8% des gens qui n'ont pas accès aux écrans. Ça tombe bien parce qu'on propose aussi de fabriquer des feuilles paroissiales papier avec l'appli. Et en plus de ça, c'est amusant parce qu'on pose souvent la question de « mais est-ce qu'on pense aux très anciens qui ne regardent pas les écrans ?» Et moi, je renvoie souvent la question « est-ce que vous pensez à tous les moins de 30 ans qui ne regardent plus le papier ?» Okay. Est-ce que vous pensez à tous les moins de 40 ans qui naviguent plus sur vos sites internet? Et est-ce que vous pensez à tous les moins de 50 ans qui en ont ras-le-bol d'avoir 327 emails non lus dans leur boîte? En fait, tous les canaux de communication touchent leur cible et laissent une partie de la cible de côté. Aujourd'hui, on propose juste de venir prendre une vague qui est montante, qui est la vague de l'application. On n'a pas de prétention particulière à être des génies, on dit juste... Dans les canaux de communication aujourd'hui, il y a le papier qui décroît en pertinence, il y a les sites internet qui décroissent, il y a les emails qui décroissent, il y en a un qui monte, c'est les applications. Donc on se dit, on n'a pas la prétention de tout révolutionner, de dire on a la solution ultime, on dit juste ce serait dommage de passer à côté, en fait. Autre question? Oui, justement, sur votre appli, donc les gens viennent s'abonner. Et ils viennent spontanément s'abonner sur l'appli. Ils vont venir aussi spontanément qu'ils viennent dans votre église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entrer dans votre paroisse, pour entrer dans votre paroisse, il suffit de choisir une église, pousser la porte et s'asseoir sur le banc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même sur le banc du fond, on est membre de la communauté paroissiale. Et bien sûr, au Clocher, c'est pareil. En fait, l'équivalent de pousser la porte, c'est télécharger l'application. Et une fois que vous avez téléchargé, la première qu'on vous pose, c'est quelle paroisse souhaitez-vous rejoindre? Il y a la liste des paroisses actives, vous choisissez la paroisse Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Jeanne, et hop, vous avez accès à tout. Et après, il y a un petit parcours de progression comme dans l'église. D'abord, on est sur les bancs du fond, on a dit bonjour à personne. Ensuite, on va aller serrer quelques mains et puis dire je m'appelle Jean. Et puis après, on va s'engager un petit peu peut-être dans une équipe. Et puis après, il y a l'équivalent de ce parcours-là dans l'application. Donc oui, le paroissien vient de plus en plus spontanément à mesure qu'au Clocher gagne en notoriété en tant que tel. Mais bien entendu, au départ, quand une paroisse se lance, il n'y a pas de secret. C'est une petite annonce à la fin de la messe disant « Chers paroissiens, la paroisse s'est lancée sur Au Clocher. Je vous invite à sortir vos téléphones, télécharger l'appli, c'est parti. » Et là, vous avez 80% de l'assemblée qui télécharge et les 20% qui n'ont pas réussi, vous faites un pot sur le parvis en disant « Ceux qui n'ont pas compris, venez voir, on a des t-shirts verts, on va vous aider. » Et puis la petite partie qui reste se lance. C'est vraiment quelque chose de... C'est à nouveau cette anecdote-là, elle est intéressante parce que cette histoire d'équipe de t-shirts verts, c'est la première manifestation réelle de fraternité, réelle, entre des jeunes et des vieux, pardonnez-moi la simplification, initiée par le numérique. Oui, on propose un outil digital, mais en fait, déjà, dès la sortie de l'église, il y a Madame Michu, 92 ans, qui va aller rencontrer le petit Kevin, 23 ans, qui va l'aider à télécharger l'appli. Et voilà, et ils se sont rencontrés. Et après, ils garderont peut-être un lien ténu, peut-être par l'appli, peut-être par d'autres moyens, mais voilà un exemple. Alors, une dernière question. C'était pour tout à fait vous aussi, cette appli. J'ai entendu tout à l'heure Don Paul qui parlait du nombre de mails, de messages
J'ai l'impression quand même qu'on est dans un monde quand même très très virtuel. Alors, est-ce qu'on choisit l'appli au clocher? Est-ce qu'on choisit la rencontre personnelle au bar? Comment on va faire? On est submergé. Je suis désolée, mais moi j'ai un peu la trouille. Moi, je fais les deux. Je pense qu'on peut faire les deux. Et justement, dès qu'on est submergé, on laisse l'ordinateur et on va au bar pour prendre un café.